Et je reçois en plateau donc les 2 premiers lauréats récompensés dans le cadre du prix Startup FIC 2021. Alors FIC, c'est le Forum international sur la cybersécurité et ce prix est organisé conjointement par la Gendarmerie nationale, CEIS qui est co-organisateur du FIC et avec le soutien de la région Hauts-de-France. Alors on va les découvrir ensemble en avant-première, figurez-vous. Jérémy Thomas, d'abord, vous êtes cofondateur de Guide Guardian, qui est une start-up créée en 2017 pour automatiser la détection de secrets dans les codes sources des applications afin de prévenir les pertes de données sensibles. Vous nous expliquerez le fonctionnement et vous êtes donc le prix de la start-up FIC 2021. Avec nous également Patrick Ragaru, vous êtes dirigeant et cofondateur d'Acuity, éditeur de solutions français dédié à la gestion des vulnérabilités. Ce sont ces erreurs qu'on trouve dans le développement des logiciels qui sont à l'origine de la majorité des incidents de sécurité dont on entend parler malheureusement quotidiennement. Et vous, vous êtes le prix du jury FIC 2021. Donc félicitations déjà. Merci. On va avoir avec nous en visio Jean-Baptiste Voron, qui est CTO Cybersécurité France d'Atos. Atos, c'est notre pépite française, acteur international majeur de la transformation numérique. Et Atos, c'est le parrain du prix de la start-up FIC. Alors, je précise que nous n'avons pas le 3e lauréat, qui est le coup de cœur du jury, qui revient à Hubble, je le cite, un service de vérification d'identité en ligne. Bon, alors, quant aux membres du jury, donc on a dit qu'il y avait le parrain Atos, mais on trouve aussi comme Cyber, qui est le commandement cyberdéfense, le CESIN, qui est le club des experts de la sécurité de l'information et du numérique. On trouve aussi l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, la Gendarmerie nationale, et des responsables, des experts des grandes entreprises françaises. Donc ça fait un jury quand même assez costaud. Est-ce que Jérémy Thomas et Patrick Ragaru, vous étiez inquiet ou confort dans votre position de candidat à ce prix Startup FIC? C'est une grosse concurrence? C'est sûr qu'il y a une grosse concurrence. Je crois qu'il y avait plus d'une 50aine de startups qui étaient candidates au prix. Et c'est un jury qui est extrêmement prestigieux. Donc ça valide à la fois la pertinence du problème qu'on adresse, son ampleur et la maturité de notre solution. C'est une super reconnaissance. Et Patrick Ragaru, votre sentiment sur ce prix, désormais que vous êtes lauréat, vous venez de l'apprendre quand même, c'est tout nouveau. C'est une surprise, mais comme l'a dit Jérémy, je pense qu'on est vraiment sensible à l'éclectisme du jury, et puis ça nous conforte dans notre vision et dans notre stratégie. Et puis c'est une surprise parce que je pense que la compétition a été relevée, il y avait des candidats de grande valeur, et on est très fiers de sortir lauréat de ce concours. Et tout l'enjeu, en fait, pour gagner ce prix, c'est d'être innovant. Donc, on va parler de vos solutions pour comprendre comment vous apportez de l'innovation dans la cybersécurité. On a plutôt l'impression que c'est un vieux métier, finalement, la sécurité, détenue par des grands éditeurs de logiciels. Et là, on voit qu'on pousse énormément de start-up parce qu'elles apportent de l'innovation. Alors, on va commencer avec Guide Guardian. Vous, votre solution, je disais, c'est de parer aux fuites... les fuites des clés d'API fréquentes. Alors expliquez-nous, quel est votre mode d'intervention? Donc nous, on s'intéresse à la sécurisation du cycle de développement logiciel, c'est-à-dire en fait à la sécurisation des applications, à la sécurisation du code source. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le développement logiciel, il est au cœur aujourd'hui de la stratégie de nombreuses entreprises. Et ça, dans toutes les industries. Même des industries qui nous paraissent exister principalement dans le monde physique. Je prends l'exemple de l'industrie automobile et Tesla, par exemple, qui développe énormément de logiciels. Et donc, le sujet stratégique pour les dirigeants, c'est de amener le plus rapidement possible leur logiciel sur le marché et de le faire évoluer le plus rapidement possible avec les besoins du marché, de leurs utilisateurs. Et pour ça, même si, d'après vous, c'est un vieux métier, la cybersécurité, mais la façon dont ils développent les logiciels a radicalement changé ces dernières années. Ça, j'ai cru comprendre que sur les logiciels, on avait quand même quelques soucis sur la sécurité. Oui. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que vous êtes tous les deux sur le soft, sur des solutions de sécurité qui concernent le soft. Et donc, ces nouvelles façons de développer des logiciels, elles créent de nouveaux types de vulnérabilités, et c'est pour ça qu'il faut innover, et c'est là qu'on entre en jeu. Alors, expliquez-nous comment ça fonctionne. Quel est le caractère innovant de votre solution? Alors, pour faire très très simple, disons que vous et moi, si on se connecte à un système, on va utiliser un mot de passe. Mais les systèmes, ils communiquent aussi entre eux. Et pour ça, ils utilisent, vous avez parlé de clés d'API ou d'autres identifiants qui ont vocation à être utilisés de façon programmatique.
Et le Donc problème, ça permet de se connecter rapidement à des applications externes. ça permet à tous les systèmes de se connecter entre eux. Et le problème, c'est que vu que ces identifiants sont utilisés de façon programmatique, ils vont se retrouver dans le code source. Et ce code source, il est très largement accessible à l'intérieur de l'organisation. Il est très largement distribué, donc il peut être publié, il peut être envoyé à des clients. Il va se retrouver sur plein de stations de travail de développeurs. Il va se retrouver sur plein de serveurs. Et il suffit qu'un seul de ces endroits soit compromis pour que tous les secrets qui sont à l'intérieur du code source soient compromis. Donc, pour prendre une analogie très très simple, de la même façon que vous n'allez pas partager le mot de passe des comptes bancaires de la société sur un Google Drive accessible à l'ensemble des collaborateurs, eh ben vous n'allez pas mettre de secrets dans votre code source. C'est pour ça qu'on détecte les secrets dans le code source. Alors, avant de vous donner la parole pour présenter votre solution, je voulais qu'on interroge Jean-Baptiste Voron, donc de chez Atos, le parrain de ce prix. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour. Donc on a remarqué que ces deux prix sont sur la sécurisation du logiciel. Alors c'est quoi, le jury avait vraiment envie de marquer le coup dans ce domaine ? Oui, je pense que le logiciel aujourd'hui est une brique essentielle des systèmes d'information globalement. Évidemment, le matériel porte encore une part importante de la sécurité, mais le logiciel devient de plus en plus important par les démarches d'externalisation. On parle beaucoup de move to cloud, on parle de digital workplace. Donc, on a besoin de soutenir cette innovation en cybersécurité par des briques software. Et je pense que c'était essentiel et on le voit de plus en plus. L'innovation, elle passe aussi par du soft et ça se traduit par les lauréats de ce prix FIC 2021. Et alors, comment vous avez fait votre choix parmi les 52 candidats ? Il y en a 11 finalement qui ont passé les fourches codines de la sélection et que vous avez audité ? Oui, tout à fait. Donc, c'est un audit qui est partagé avec tous les membres du jury. On note sur un certain nombre de critères. On exprime nos convictions, nos positions. Il faut voir que ce jury, ces membres du jury, ce sont tous des personnes qui sont opérationnelles dans la cybersécurité, qui sont confrontées à des problèmes de sécurité quotidiennement et donc qui jugent par rapport aussi à leur ressenti et par rapport à l'adéquation de ces innovations par rapport à leurs besoins. On n'est pas dans de la cybersécurité paillette. On n'essaye pas de lancer des idées en l'air en espérant qu'elle adresse un problème de sécurité. On est réellement, et les deux solutions qui sont sur le plateau aujourd'hui, adressent des problèmes quotidiens des RSSI. Et je pense que ça a marqué le jury et c'est pour ça qu'on a souhaité les mettre en avant aujourd'hui. Alors Patrick Ragarus, c'est un bon lancement ça. À quel besoin répondez-vous aujourd'hui avec la solution Acuity ? Nous, c'est clair, on s'adresse à une plus vieille pratique de la cybersécurité aujourd'hui, qui est d'adresser les racines du mal de la cybersécurité. C'est ces vulnérabilités informatiques dont vous avez parlé, ces erreurs de programmation dans les logiciels qui vont être exploitées par des hackers comme autant de portes d'entrée sur le système d'information. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui encore, 20 ans après les balbutiements de la cybersécurité, les vulnérabilités sont encore à l'origine de la quasi-totalité des incidents de sécurité dont vous entendez parler quotidiennement, des fuites de données, des failles, vols. Exactement. On a beaucoup entendu parler de malware cette année. La grande majorité des malwares, des ransomware, ont pour origine l'exploitation d'une vulnérabilité informatique. Et on ne peut pas s'assurer que l'ensemble des logiciels soient bien développés ? Ça serait la fin peut-être de notre activité, mais néanmoins aujourd'hui les cycles de développement. Une bonne nouvelle. Tout à fait. Mais les cycles de développement sont tellement rapides. On fait du go-to-market. Les systèmes d'information sont de plus en plus complexes qu'en fait les entreprises se retrouvent confrontées à un volume de vulnérabilité tellement important qui n'est plus humainement possible de toutes les adresser. Et c'est typiquement à cette pratique-là, pour innover dans cette pratique, qu'on a développé la solution Acuity. C'est-à-dire qu'en fait, vous repérez l'ensemble des vulnérabilités et là, vous faites une priorisation sur celles qu'il faut corriger ? Tout à fait. On apporte deux choses à la pratique. Déjà, on va automatiser un certain nombre de tâches qui sont aujourd'hui réalisées manuellement avec du gaspillage de ressources d'experts à faire du data crunching, de la bureautique, donc pour permettre que les experts en cybersécurité se focalisent sur leurs tâches à forte valeur ajoutée. Donc on va automatiser la gestion de cette pratique en orchestrant les outils de détection et de correction des vulnérabilités. Et puis on va apporter de l'intelligence à la pratique en analysant la menace pour identifier l'intensité de la menace qui est associée à chaque vulnérabilité. Et ça, comment vous pouvez le déterminer ? En parsant, en récupérant de la threat intelligence, comme on dit dans notre jargon, pour identifier qu'une vulnérabilité est associée à une menace particulièrement virulente.
forte. Je reprends le cas du ransomware, c'est par exemple de dire, voilà, j'ai une vulnérabilité qui est exploitée par un ransomware, et celui-là, il est particulièrement aujourd'hui virulent dans un contexte bancaire. Donc on va prioriser à la hausse cette vulnérabilité, et donc on va permettre aux équipes qui sont en charge de la remédiation de se focaliser sur la correction de ces vulnérabilités. Et donc de réduire la fenêtre d'exposition pendant laquelle l'entreprise est vulnérable à une cyberattaque. Jean-Baptiste Voron, alors il y avait 71% de nouveaux candidats quand même qui postulaient pour ce prix, obtenir ce prix. Ça veut dire que c'était une édition particulièrement intéressante, tous ces candidats nouveaux. Il se passe encore des choses, c'est pas du tout un marché fermé où tout a été dit et fait. Ah non, loin de là. Bon, la cybersécurité, c'est un monde de technologie hyper hétérogène, hyper fragmenté, hein, donc du coup hyper dynamique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que l'innovation est au cœur des activités malveillantes. On parle beaucoup d'innovation, aujourd'hui on parle d'innovation dans la protection et dans la cyberdéfense et dans la cybersécurité, mais il faut voir que de l'autre côté de la barrière, il y a une innovation aussi quotidienne du côté des activités malveillantes qui est due à la multiplicité des acteurs, à leur provenance géographique, aux différents modes d'attaque et aux différentes cibles qui sont concernées. Cette réponse cybersécurité, c'est une réponse collective. Elle nécessite beaucoup d'idées et l'agrégation de beaucoup d'idées. Alors ça passe par les startups qui proposent beaucoup de nouvelles idées, beaucoup de nouveaux concepts. Elle propose de s'attaquer, de considérer à la fois les vulnérabilités, les risques, mais aussi des problèmes beaucoup plus pointus comme la présence de mots de passe dans le code source et dans les dépôts de code source. Donc ça, c'est très important. Les startups, elles sont là aussi pour secouer les grands groupes et secouer les groupes comme Atos et leur dire il faut amener de l'innovation au cœur des grands programmes industriels, au cœur des grands déploiements qu'on peut faire chez nos grands clients. Et donc, c'est très bien que ce marché-là soit très dynamique et on en a besoin de plus en plus et j'espère que les prochaines éditions amèneront encore plus d'innovation et c'est aussi la preuve qu'en France, l'innovation en cybersécurité est là et on n'a pas du tout à rougir aujourd'hui de notre innovation par rapport à l'innovation américaine, israélienne ou d'autres. Oui, parce que je ne l'ai pas précisé, c'est ce prix Startup FIC 2021, ce sont des startups françaises. Tout à fait, ce sont des startups françaises, c'est du savoir-faire français. Et ça, il faut le mettre en avant. Alors, il y a beaucoup de programmes en France. Certes, c'est pas encore comparable avec beaucoup d'autres pays, mais il y a une volonté du gouvernement, mais aussi des grands groupes industriels français, d'amener, de contribuer à l'écosystème innovation cybersécurité français. Alors, ça passe par des grands plans, le grand défi cybersécurité, le cybercampus français. On voit aussi des initiatives comme l'initiative Gaia-X avec OVH Cloud. Là, on est dans une initiative européenne pour amener de la souveraineté dans l'informatique en nuage, donc dans le cloud. Donc, c'est aussi une façon de mettre en avant ces investissements et ce savoir-faire français qu'il faut reconnaître est tout à fait au niveau sur beaucoup de points. Alors, Jérémy Thomas, chez Guide Guardian, vous êtes combien? Quel est l'effectif? Aujourd'hui, on est 35. Ah oui. On recrute beaucoup. D'accord, mais ce n'est pas 35 experts en cybersécurité? On a des développeurs, on a des commerciaux, des gens du marketing, tous les départements sont représentés. Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'on parle sans arrêt de la pénurie de talents dans ce secteur. Ça a été difficile pour vous de trouver avec qui s'entourer pour réussir cette croissance? Alors nous, on fait quelque chose d'extrêmement pointu, donc c'est difficile de trouver des développeurs qui sont bons de façon à analyser les grandes quantités de données qu'on analyse, à développer nos algorithmes. Oui, c'était assez compliqué. Comment vous avez procédé? On utilise pas mal son réseau. Donc moi, je suis diplômé de l'école centrale. Donc on a commencé par recruter à Centrale, à Supélec, dans les grandes écoles d'ingénieurs. Et donc, il faut les payer très cher, ces développeurs? Oui. C'est une des problématiques. On a levé 12 millions de dollars en octobre 2019. Donc on a les moyens de nos ambitions. Ça fait partie des freins, ça, aujourd'hui, pour une start-up qui travaille sur la cybersécurité, de trouver les bons talents? Moi, j'en suis convaincu, Ouais. à la fois pour les startups, mais comme toutes les entreprises dans la cybersécurité aujourd'hui. Après, nous, on a des leviers peut-être un peu différents d'un grand groupe. Une start-up, c'est aussi un projet collectif, donc on a des moyens d'incentiver nos collaborateurs, de les embarquer dans l'equity. Donc il y a aussi des moyens annexes qui peuvent intéresser et attirer des talents.
Mais c'est sûr que la cybersécurité, c'est à la fois, en tout cas dans le soft, c'est déjà des compétences de développement, mais aussi en cybersécurité, et puis parfois des profils particuliers qui ont envie de prendre des risques dans une petite structure alors qu'ils sont demandés par ailleurs dans des environnements plus sécures. Ouais. Oui, oui, j'imagine. Alors justement, parce que dans la façon dont vous présentiez votre solution, Acuity, vous disiez, c'est l'occasion aussi pour tous ceux qui travaillent sur le développement du logiciel de se concentrer sur des tâches à forte valeur ajoutée. Alors c'est quoi ces tâches à forte valeur ajoutée dans le développement ? En tout cas, nous, c'est au cœur de la proposition de valeur d'Acuity, c'est de dire, voilà, il y a une pénurie de talents dans les entreprises, de talents en cybersécurité, et ces gens-là ne font pas toujours de la cybersécurité, ils vont faire de la bureautique, de l'analyse de données, du data crunching. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de leur donner l'information utile pour qu'ils puissent projeter leur expertise sur là où ils ont de la valeur. Donc que les entreprises puissent utiliser... Donc quoi, plus de créativité ? De la créativité, de l'analyse pointue. Aujourd'hui, la machine, elle ne remplace pas un expert en cybersécurité. C'est de l'analyse profonde, c'est des scénarios d'attaque, c'est beaucoup d'intelligence derrière. La stratégie. La stratégie, puis beaucoup de technicité aussi, je pense. Donc c'est des profils rares parce qu'ils doivent se mettre à la place d'un attaquant et tout en étant éthique. C'est des vraies compétences pointues, rares. Et donc, je pense qu'il ne faut pas les gâcher. Donc, je pense que la technologie, elle est aussi là pour les aider, pour qu'ils puissent se recentrer là où ils ont envie de travailler et permettre aux entreprises d'économiser, en tout cas de permettre à ces gens-là de travailler là où ils ont une vraie valeur ajoutée. Alors, Jérémy Thomas, vous parliez de votre levée de fonds. Vous avez donc connu une trajectoire avec une forte croissance, assez impressionnante. On compte qui parmi vos investisseurs ? Alors, on compte la BPI, par exemple, pour le côté français, mais on compte aussi un fonds anglo-saxon qui s'appelle Balderton Capital. D'accord. Et comment vous êtes allé chercher ce fonds étranger ? Alors, c'est plutôt lui qui est venu à nous. Ah, donc on se fait repérer. Oui, on a la chance d'être dans une industrie qui est extrêmement dynamique, où il y a beaucoup d'innovation, comme on le disait tout à l'heure. Et nous, on a aussi des succès commerciaux, principalement aux États-Unis. Donc, il faut savoir qu'on est une start-up française et il est hors de question de renier nos origines. C'est pour ça que je suis avec vous aujourd'hui. Mais on a commencé notre démarchage commercial aux États-Unis depuis la France, avec des commerciaux qui travaillaient parfois en décalage horaire, parfois tard le soir pour atteindre la côte ouest des États-Unis. C'était votre premier marché ? C'est là qu'on a commencé parce qu'en tant qu'éditeur de logiciels, si on veut un jour gagner le marché mondial, les États-Unis sont un passage absolument obligé. Et donc, on n'a pas le temps de commencer par l'Europe et de grandir ensuite. Mais le marché européen gagne en maturité. Et c'est pour ça qu'on est présent au FIC. C'est l'occasion pour nous de nous lancer sur le marché français et européen après les États-Unis. D'accord. Donc, vous, si je vous parle de votre trajectoire, là, demain, votre croissance, vous l'envisagez davantage sur l'Europe parce que les États-Unis, finalement, c'est déjà acquis. Les États-Unis sont un marché absolument gigantesque. Je n'ai pas du tout la prétention de dire qu'il nous est acquis aujourd'hui. Bon, je voulais aussi qu'on parle de chacun votre parcours, d'où vous êtes issu. Qu'est-ce qui a été moteur pour vous dans le lancement de cette aventure entrepreneuriale ? Peut-être démarrer ensemble, Patrick. Ouais, moi je suis bien placé pour en parler parce que je suis pas, comme vous pouvez le constater, je suis un vétéran de l'entrepreneuriat. Pas le jeune start-upper. Non, pas tout. Je suis un peu atypique. Enfin, ça va, hein, je vous rassure. Hein. Mais merci. Non, moi j'en suis à mon 4e projet entrepreneurial d'ailleurs, donc toujours dans la cybersécurité. Mais ce qui m'a donné envie, c'est l'entrepreneuriat. Je pense que c'est clair, c'est d'avoir envie de projeter les innovations que j'imaginais plus rapidement. Avec plus de risques, bien évidemment, mais peut-être avec plus d'agilité que j'aurais pu le faire dans une grosse structure, même si il y a beaucoup d'innovations aussi portées par les grands groupes. Donc c'est l'envie de créer et puis l'envie de grandir rapidement et d'être agile. Et vous avez senti dès le départ qu'il y avait vraiment des marchés à prendre, des places à prendre ? Oui, moi contrairement à Patrick, je ne suis pas un vétéran, mais ce qui m'a conduit à la cybersécurité, c'est la passion pour l'analyse d'une grande quantité de données. Et c'était un terrain de jeu absolument formidable pour moi d'avoir accès à tant de codes sources pour y détecter des vulnérabilités. Et c'est pour ça qu'on a créé la boîte avec mon associé à peu près au moment de la sortie de l'école. Bon, j'espère que ça donnera aussi envie aux femmes de se mettre sur ce secteur, hein, parce que je sais que dans votre équipe, il y en a une. Oui, il y en a un petit peu plus, il y en a quelques-unes. D'accord, oui. Bon, ça commence. Et on en recrute des femmes aussi. Donc... J'imagine. Jean-Baptiste Voron, vous faites une veille, vous pratiquez la veille autour des startups françaises de la cyber.
Qu'est-ce que vous voyez émerger comme tendance? Quel est notre niveau d'expertise? On se situe comment par rapport aux autres pays? Alors, cette veille, elle est très complexe, hein, elle est pratiquement infinie, puisque des idées, il en sort tous les jours, en France et dans le monde. Donc, on va se concentrer, nous aussi, on va croiser cette veille avec l'évolution de la menace. Et je pense que cette veille aujourd'hui, elle se concentre sur quelques secteurs clés, comme la partie, tout ce qui concerne la sécurité du cloud, qui est aujourd'hui critique, la sécurité en ce qui concerne l'intelligence de la menace, donc la détection de nouvelles menaces, de menaces discrètes ou d'autres types de menaces beaucoup plus vicieuses. Donc là, avec l'apport de l'intelligence artificielle typiquement. Et puis, il y a un grand secteur qui est en train de se développer, qui est l'orchestration et l'automatisation de la détection et de la réponse. L'un des enjeux de la cybersécurité, ça va être la capacité à automatiser la chaîne, depuis la détection jusqu'à la réaction, pour réduire le temps. Tout à l'heure, on parlait de la réduction du temps pendant lequel l'entreprise est vulnérable. Là, on va réduire le temps entre le moment où on détecte l'attaque et le moment où on réagit à l'attaque. Maintenant, ça fait 5 ans qu'on se concentre beaucoup sur la détection, détecter qu'on est attaqué, savoir qu'on est attaqué. Aujourd'hui, la question, c'est comment on fait pour réagir, ne pas surréagir, mais réagir rapidement. Et quand on dit rapidement, évidemment, on parle d'automatisation. Donc, l'intelligence de la menace, l'automatisation de la détection et de la réponse, et la couverture d'environnements nouveaux qui sont le cloud et les objets connectés, l'IoT. Voilà, je pense que ça, c'est des secteurs qui sont vraiment en veille, ou sur lesquels on est en veille très appuyé. Après, il y a d'autres secteurs beaucoup plus ouverts, comme le big data, l'informatique quantique, où là, on est très attentif à ce qui se passe. On le sait, Atos investit beaucoup sur ces secteurs-là. On est très attentif parce qu'il y a des... on sait que les enjeux dans 3 ans ou 5 ans seront sur ces secteurs-là. Et c'est là où on attend beaucoup les startups françaises. Est-ce qu'elles sont déjà présentes, en fait? C'était un peu ma question. Est-ce qu'on est présent sur ces enjeux importants de la cybersécurité? Bien sûr, les startups françaises sont présentes. On a un savoir-faire de recherche fondamentale qui va nous aider et qui nous aide aujourd'hui à répondre à ces enjeux, ou en tout cas travailler sur ces enjeux. Il y a beaucoup de laboratoires, il y a des associations très fortes entre le secteur privé des startups et des laboratoires de recherche qui existent et qui permettent aujourd'hui de maturer des idées. Nous, Atos, évidemment, on prête attention à ça. Pour certaines de ces startups, on va les incuber dans notre accélérateur de startups pour les aider justement à progresser. Mais la France, encore une fois, de par sa culture d'ingénieur et par sa recherche, est capable et se positionne très clairement sur ces secteurs-là ou sur ces segments-là pour faire face aux menaces futures. Donc oui, tout à fait, la France a son rôle à jouer et aujourd'hui, on a de belles pépites dont on parlera dans les années à venir. Bon, et puis comme on vient d'annoncer les lauréats 2021 de ce prix Startup FIC, eh bien on peut déjà dire que l'appel à candidature est ouvert pour l'année prochaine, puisque c'est un prix qui est décerné tous les ans. Merci beaucoup Jean-Baptiste Voron de Atos, Jean-Marie Thomas pour votre innovation avec Guide Guardian et Patrick Ragaru également pour votre innovation dans la cyber avec Acuity. Juste après la pause, on change de secteur, on part sur le jeu vidéo avec ce marché des consoles qui vient de dévoiler quelques chiffres intéressants.